Okay, I understand. Bonjour Véronique. Alors on va se dire Bonjour. tout parce qu'on se connaît. On se connaît, donc on va pas passer au vous. Euh, on va commencer en parlant de nos, si ça ne te dérange pas, à parler de nos pères. Alors moi je vais parler du mien pour lancer la donne. Moi j'avais un père extrêmement autoritaire. Euh, je ne me suis pas vue exister à côté. J'étais une petite fille qui parlait pas de 0 à 3 ans. Je parlais pas, j'exprimais même pas mes émotions, je gardais tout, je parlais pas. Je le regardais en le fantasmant, mais en même temps en ayant une peur hein, incontrôlée de cet homme qui ne savait pas aimer, qui s'interdisait d'aimer. Alors, il a sûrement aimé à sa façon, mais qui me considérait comme objet. Alors, c'était très difficile pour moi, mais ça fait celle que je suis aujourd'hui. Donc, je ne regrette rien de ma vie, j'ai travaillé dessus. Alors, tout ça pour arriver à... Alors, tu es la fille d'Edgar Morin, je sais que tu n'aimes pas trop en parler, mais que pourrais-tu me dire qui vienne de ton C'est- cœur? Alors, la vie est une chose étrange parce que selon les périodes, peut-être tout ce qu'on pourrait dire serait différent. Là, il se trouve qu'il a 102 ans et mon Dieu, ça va pas trop mal. Et c'est terrible de vieillir en ayant toute sa tête parce que chaque jour, il déguste l'idée de sa propre mort. Il dit, lui, il peut pas dire dans 30 ans, dans 100 ans, et lui, il ne peut dire que est-ce que demain, est-ce qu'après-demain, est-ce que dans 3 jours. Donc, il est de plus en plus hanté par lui-même. Et moi, je suis une fille, j'ai des enfants qui ont 40 ans, je ne suis pas une petite fille non plus, bon. Et donc, on n'est plus à l'époque de l'adolescence où on pourrait faire des crises légitimes. Mais ce que je peux dire, c'est que, et une fois, je lui avais écrit d'ailleurs, je lui avais écrit, j'avais repris le slogan féministe, mieux vaut une paire de mères qu'un père de merde. Ah, je m'excuse, mais je lui avais dit ça parce que dans la mesure où moi j'ai deux parents extraordinaires, des êtres humains extraordinaires, qui ont fait la résistance, des grands intellectuels, ma mère prof de philo aussi. Et on me dit ton père, je suis toujours étonnée. Ben, et ma mère, c'était pas, hein, c'était quelqu'un d'assez bon, extraordinaire. Mais en tant que parents, c'était l'après-guerre. Ils avaient été au parti, la famille c'est bourgeois, la jalousie c'est bourgeois, les enfants c'est très emmerdant. Ça vous empêche de voyager, ça vous empêche. Et donc, elle a quand même été obligée de s'occuper de nous comme elle a pu, mais lui, il s'est cassé quand même assez vite. Ils ont eu, donc, c'était brillant, des amis extraordinaires, des vies extraordinaires. Et on s'est croisés de temps en temps, mais il faut bien se rendre compte, c'est l'après-guerre. On n'est pas après mai 68 où les parents qui divorcent disent, ah oui, toi tu t'occupes de Kevin le mercredi, moi je le prends dimanche. Pas ça du tout, on le voyait plus jamais. Nos rythmes étaient différents. Nous, le mois d'août, on partait en vacances. Lui, c'est le seul mois où il était à Paris. Et personne n'y pensait, il n'y pensait pas, sans doute. Donc, alors évidemment, l'année où il a quitté le domicile, où moi, j'ai rien compris, j'avais 12 ans. Le lendemain, il y avait une télé dans le salon. J'ai dit, tiens, la télé, il y a la télé, il n'y a plus de père, mais il y a une télé, c'est curieux. Et j'ai fait l'école buissonnière frénétiquement qui a fabriqué ma vie. Je sais ce que c'est que la rue et que marcher dans la rue des heures, et parfois des nuits très petite, hein, pas du tout. Et donc, ça, en fait, je me suis mise à cloper comme. Donc, certainement, il paraît que ce départ a dû me faire quelque chose. Mais tout ce que je sais, c'est que avant, je crois que j'étais première en thème latin, ce que je trouvais infamant. Après son départ, je suis enfin devenue dernière en thème latin, ce que je trouvais beaucoup plus élégant. Donc, disons que ça a sans doute fabriqué des trucs qui m'ont fabriqué ce que je suis, mais je peux le dire, et il le dit lui-même, je n'ai pas eu de père. Et aucun père ne m'a emmerdé. Et puis quand j'ai fait des petites fugues, pas bien méchants, personne ne m'a emmerdé. Personne ne m'a fait. Et quand j'ai lu, tu sais, on lit ah, la loi du père, le père, je dis ah bon? Les mères, alors elles n'ont que des lolos remplis de lait, et les pères, ils vous feraient la loi. Ben, moi, dans ma tête, j'ai pas de père. En fait, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit, voilà. Donc, alors cela dit, je l'ai trouvé souvent formidable, très intelligent, très chouette. Il adore chanter, il adore manger, il adore. C'est l'être le plus séduisant, merveilleux que je connaisse, mais je l'ai pas beaucoup rencontré. Et il y a eu des épisodes. Bon.
Et donc, voilà ce que je peux en dire. Je pense que c'est très important les périodes. Je pense que c'était l'après-guerre. Est-ce que je vais, comme c'était pas terrible non plus du côté de la vie entre ma mère et ma sœur, c'était pas la joie non plus. Donc, moi, j'ai adoré, j'adore ne plus être jeune. Donc, parce que c'était trop horriblement chiant. Et j'adore ne plus être jeune. Donc, j'ai aucune. Si tu veux, ce passé, je crois, j'espère, n'a pas entraîné de, de, bon, comme tout le monde, très névrosé, très plein de choses qui vont pas, sans doute. Mais je- comment dire, je crois vraiment honnêtement, je lui en veux pas au sens où, au fond, tant mieux, il a une vie absolument merveilleuse. Et en plus, comme il est donc très âgé, c'est pas que je le crois immortel, puisque je suis pas bête à mon âge, mais je le crois non mortel, c'est pas pareil. C'est que je le crois non mortel. Donc il n'a jamais été là. C'est comme si j'avais pas eu de père, mais il est là aussi pour tout. Il est là éternellement quand même. Enfin, pratiquement. Donc, je sais pas. On peut pas rompre un lien qui n'existe pas. Je peux pas faire de scène d'adolescence, surtout à mon âge, en tant que grand-mère, hurlant, oui, tu n'as pas été un père. Je peux pas faire de scène d'adolescence très tard, si tard. Je ne sais même pas trop quoi reprocher. Je ne peux pas rompre. Eh bien, puisque c'est comme ça, je ne te verrai plus. Je ne le vois pas. Je ne peux pas rompre un lien qui n'existe qu'en pointillé. Parfois, il a été 3 fois, 4 fois formidable dans une discussion. Il dit, tiens, j'ai une fille. Oh, oh, oh. Bon. Donc, je ne peux pas te dire rien de plus que ce truc-là. Voilà. Mais je reconnais que comme être humain, j'ai adoré certains de ses livres, les premiers, surtout les premiers, et j'adore quand il fait des analyses, et surtout, j'adore sa façon de vivre le quotidien tel que je l'imagine. Extrêmement gourmand, extrêmement aimant la vie, aimant les chansons, allant au cinéma, une passion pour la vie que je trouve formidable. Moi, je pourrais résumer ça, si ça te va. Comment avoir un père et ne pas rencontrer son père? C'est ça. Tu l'as pas rencontré, en fait. Tu as un père, en fait, Comment ta mère est... se croiser de temps en temps un type qui aurait mis la petite graine il y a pas mal de décennies Oui. et penser, oh, qui c'est ce type-là? Ça me dit quelque chose. Mais c'est pas... Non, mais s'il m'entendait, peut-être qu'il serait pas content quand même. Lui qui dit, je n'ai pas été un père, avec beaucoup de fierté. Et c'était, et non, ce que je critiquerais peut-être, c'est cette culture. Donc, c'était quand même les gauchistes de l'après-guerre, mes parents qui vivaient en phalanstère, tout ça, avec Marguerite Duras, c'était une bande formidable. Mais quand même, c'était les enfants, c'est bourgeois, la jalousie, c'est bourgeois. Même, voyant quoi, ils avaient beaucoup de scènes. La famille, c'est bourgeois. Peut-être la famille, c'est bourgeois, oui, peut-être toutes ces choses-là. Mais enfin, si vous faites des enfants, vous voulez faire la révolution, mais il y a des êtres humains qui, si vous ne les avez pas faits, ne seraient pas sur cette planète et se feraient pas chier à être sur cette planète. Donc vous en êtes quand même un peu responsable, puisque c'est vous qui les avez, en tant que parents, qui les avez mis au monde. Alors il fallait réfléchir avant de dire que les enfants vous emmerdaient. Il fallait ne pas en faire. Voilà ce que je leur dirais. Mais c'est surtout mais je suis très injuste parce que je crois qu'en même temps, quand il y avait c'est pas des parents méchants du tout, pas du tout. Ils sont pas obligés d'être J'ai méchants. jamais, j'ai jamais eu de scène, j'ai jamais eu un père qui m'a emmerdé pour faire une scène comme quoi j'aurais fait des conneries, mais ce qui s'appelle jamais. Peut-être c'est pas si mal. Aucun père ne m'a emmerdé. Vu comme ça, pourquoi pas? Donc, je ne sais pas de quoi parler. Est-ce que tu as envie de parler de l'alcool, du féminicide? Je ne sais pas. Peut-être commencer par l'alcool. Ça me plaisait bien, cette histoire d'alcool. De toute façon, on parlera de ton livre. Alors, je ne l'ai pas lu. Je ne peux pas en parler encore. Mais bon, j'ai quand même des choses à dire par rapport à l'alcool. Et si tu veux rebondir, pourquoi pas? Ça me semble un sujet de société. Et il y a une action particulière dans ce choix, d'ailleurs, aujourd'hui. Alors, l'alcool, pour moi, c'est dire à quelqu'un quelque chose que l'on ne veut et ne peut pas dire. La première personne à qui on ne peut parler clairement est nous-mêmes, car la névrose fait barrage en nous rassurant face à la vérité qui nous semble être un gouffre. Donc, quand nous nous adressons aux autres, nous le faisons en rassurant cette même névrose,
Alors rien ne se dit, rien ne sort de nous-mêmes. Nous restons enfermés, solitaires, coincés entre névrose et vérité. L'alcool autorise notre inconscient à se dévoiler, endormant le penseur et la névrose, endormant le penseur et la névrose pour donner accès à notre plus profonde vérité. Celle qui nous fait si peur et qu'on ne veut surtout pas voir, c'est cette vérité. Alors, je parais un peu, tu vas avoir l'impression de lire la Bible à un moment donné, parce que je me suis dit, je vais peut-être en créer. Alors, pour trouver cette vérité, il faut accepter de sortir de son confort et d'aller dans la noirceur de notre âme. C'est pour cela que le câlin névrotique est souvent choisi, car être rassuré, c'est tellement bon sur l'instant, comme le pot de Nutella. Choisir en première intention le chemin avec les fleurs, l'apaisement est un leurre que la névrose nous apporte. Prendre la direction du chemin au bord de la falaise, c'est découvrir que l'on peut tomber et se relever. C'est découvrir des jardins inconnus et sublimes. C'est se découvrir pour découvrir le monde et vivre. Alors c'est là, on passe un peu dans le côté Jésus. C'est pour ça que je laisserai ça derrière moi. Mes enfants seront contents. La névrose nous impose de survivre, la vérité nous autorise à vivre. Voilà, on y va, hein, je vais faire des. Celui qui acceptera d'être heurté et de se relever sans se protéger, en se posant toujours la question qu'est-ce qui se joue ici et maintenant, trouvera sa lumière. Voilà, ça ressemble un peu. Celui qui fuira, se fuira, ne découvrira jamais la vérité qui restera cachée en lui. Mais le pire est qu'il pensera en faisant cela l'avoir trouvée. Celui qui s'endormira dans la rassurance dormira toute sa vie, protégé de la vie, mais pas de la mort. Il connaîtra la mort du vivant qui est en lui en annihilant la vérité. Il aura l'impression de supprimer toute souffrance pour se protéger, mais en faisant cela, il sera mort de vivre. Vivre ou être mort vivant, nous avons toujours le choix de se leurrer toute une vie ou d'accepter la souffrance pour renaître de ses cendres et découvrir le monde. Il n'y a de fatalité que celle que nous choisissons de mettre en place. Vivre protégé de sa névrose ou l'accepter et la laisser s'exprimer pour la comprendre. Elle ne disparaîtra jamais complètement, mais si elle ne se sent pas rejetée, si elle peut s'exprimer librement et que nous y sommes attentifs, alors nous en comprendrons le sens. Alors elle perdra en intensité, en puissance. C'est juste une douleur qui a besoin de s'exprimer, d'être acceptée, comprise et non dorlotée. Et pourquoi se rebeller quand on est accepté? C'est un petit peu trouver, si tu veux, la puissance dans l'impuissance. L'équilibre se verra alors vers la résilience. Cette résilience ne sera jamais un état permanent non névrotique, mais plutôt un pacte avec la névrose où chacun trouve sa place, où la vérité s'exprime dans son expression la plus intime, celle de notre différence et de notre humanité, la plus sincère et la plus authentique. Est-ce que tu aurais des choses à dire là-dessus ou est-ce que je passe à un autre sujet? C'est pas un autre sujet. Disons que c'est une façon d'approcher par l'espace intérieur, par l'intériorité, l'intimité réflexive de l'être humain, la problématique. Or, moi, euh, à cause de la façon dont je travaille, j'arrive à la question de pourquoi. Alors, la question de l'alcool, c'est pas tellement pourquoi en boire ou ne pas en boire, mais pourquoi certains veulent s'énivrer. Pourquoi on ne dit pas plus de 3 verres? Pourquoi justement, ce qui est intéressant, c'est plus de 3 verres, c'est quand il y a un effet psychotrope. Donc ça, c'est ma question, et c'est même une question un peu qui a l'air d'être minuscule, mais qui est immense. C'est-à-dire que l'eau, on devrait se contenter d'eau, et il se trouve que les liquides fermentés, ils sont inventés depuis sans doute avant le néolithique. Il y a des nouvelles recherches. On retrouve des pépins pressés, on retrouve en Turquie des lieux où manifestement il y avait des consommations de bière intenses. Il y avait, et là pour des pratiquement, oui, juste avant le néolithique ou en pleine, enfin des périodes très anciennes. Et donc, bon, il y a eu des périodes où on a inventé l'écriture, mais on ne connaît pas la période où on a inventé l'ivresse. C'est vrai. Il a fallu, il y a des espèces, il y a des primates qui s'énivrent, il y a les éléphants font des détours pour manger les fruits fermentés parce que les éléphants adorent s'enivrer, donc on n'est pas la seule espèce, mais nous, on en a fait quelque chose. Et c'est comme ça que je pose la question, si tu veux, de l'extérieur. Toi, tu arrives à cette question par ton regard très fin et très humain en même temps, mais très rigoureux, où tu veux débusquer le cheminement de celui qui essaye de dénier sa névrose, et puis quand même, l'alcool va pas l'aider, et à un moment, finalement, il peut se passer d'alcool, et s'il accepte de faire face à la mort pour revivre, etc., etc. Mais moi, j'arrive tout à fait par un autre cheminement qui est
les sciences sociales. Mon prof, c'était François Héritier. Pourquoi il y a des primates qui ont fait société? Nous, c'est quand même très bizarre. On invente le langage, on invente le social, c'est quand même très étrange. Et il se trouve que là-dedans, sans doute, c'est les nouvelles recherches, le fait de s'énivrer ensemble. Donc, je parle plus de l'ivresse solitaire, mais le fait qu'à peu près dans toutes les fêtes, après les combats, que ce soit dans les choses négatives, venons dans notre culture, que ce soit pour les choses très négatives, les gros chagrins d'amour, tout ça, ou les choses très positives, les gagner au loto, gagner la guerre. Disons que s'énivrer est un signe majeur un rapport à la réalité qu'on voit dans les sociétés, dans des champs très divers, voire des champs contradictoires. On l'a. Donc, donc l'ivresse, le langage ne remplace pas l'ivresse collective. On le voit bien, par exemple, quand il y a des marchés économiques, et on voit bien, il n'y a pas de marché, même on appelait ça le vin du marché, donc on signe une chose économique, mais après on va boire un coup. Et même les lobbies, les transactions les plus énormes actuelles en termes de financiers, des lobbies les plus... Ils font, après avoir signé, ils vont boire un coup. Et si le repas et les alcools ne sont pas à la hauteur, ils se méfient. C'est la question de la confiance le boire collectif. Donc, tu vois, j'arrive au boire collectif par un autre cheminement. Donc, je laisse tomber la problématique historique anthropologique qui est énorme, qui est pas ce qui nous... Mais nous, dans notre culture, dans notre présent, on constate, il suffit de regarder les séries et les films, que on peut pas avoir un univers où il y aurait que de l'eau, de la tisane et de la soupe. On voit que le lien, on le voit quand donc quand il y a des choses. Donc je reprends, c'est le signe et le langage, l'emblème de la réussite, la coupe du monde, la coupe. Le liquide imaginaire, c'est pas de la soupe, c'est le champagne qui est devenu le symbole de la fête et de la réussite et de la joie et tout ça. Les grands chagrins, c'est des cuites dans les séries, dans les films, partout. Les chagrins d'amour, tu fais une cuite à la mesure de l'amour que tu as perdu. Avoir peur, par exemple, dans un accident de voiture, t'en surnages, t'en échappes à peine. T'es là, la première boisson que tu prends, même quand tu es anti-alcoolique, c'est un alcool fort à la mesure de la peur que tu as eue. C'est les vieilles valeurs anciennes de l'alcool, de chaleur, contre le froid, de la mort. Le chaud de l'alcool a été interprété, c'est ce que j'ai appelé l'erreur pour la brûlure, comme une chose qui fait renaître, revivre. On le donnait aux femmes qui avaient eu de grosses hémorragies, des vins rouges sucrés très forts. Et donc, le vin, dans la liturgie, c'est présent dans la liturgie catholique, le sang du Christ, dans cette espèce d'étrange cannibalisme de l'hostie et de boire le sang et de manger la chair, etc. C'est présent dans le monde cérémoniel laïque quand on casse la bouteille de champagne sur le navire qui va fendre les flots. C'est présent dans le monde profane, dans les fiestas, les carnavals, les fiestas du Nouvel An, etc. C'est présent dans le vide, de l'ennui, d'un après-midi vide où le solitaire, le passant considérable dans les rues de la ville moderne va faire un détour pour boire un coup, parce que pourquoi boire un coup, ne pas boire un coup, c'est tellement anodin, c'est tellement contingent que ça, c'est possible. Donc, dans le vide de l'ennui, donc dans l'extase de la réussite, la douleur de l'échec, dans le vide de l'ennui, dans le monde économique, ça rythme les moments sociaux. C'est-à-dire que le matin, c'est plutôt la vraie mesure anti-alcool, c'est le café, une invention géniale à partir du XVIIe siècle en Europe. Parce que le matin, sinon, c'était soit de la soupe, donc arrosée de vin, soit carrément le verre de vin. L'alcool, c'était tout le temps, mais c'était des alcools extrêmement différents. Donc, là, je ne fais pas l'histoire du boire, mais ce que je veux dire, c'est que le café est devenu sans doute un des aliments les plus extraordinaires dans le combat anti-alcoolique collectif, parce que c'est vrai que l'alcool fait des dégâts terribles, comme l'alcoolisme, tout ça. L'alcoolisme, qui n'est pas mon objet. Mon objet, c'est l'ivresse, c'est pas pareil. L'ivresse, c'est quelques jours, l'alcoolisme, c'est quelques décennies. Et l'ivresse, c'est un état psychotrope. L'alcoolique, le pauvre, il n'a plus d'état psychotrope, il ne connaît plus l'ivresse, il ne connaît que la dépendance et l'addiction. Donc, pour revenir à mon sujet à moi, ce qui m'a intéressé, c'est, mais pourquoi? Alors, on va faire le lien, puisqu'on est entre nous, et au fond, pourquoi on choisit tel ou tel sujet? Les seules traditions donc, de ma famille extraordinaire,
et absentes. 3 fois par an, c'était leur repas où ils nous oubliaient quand ils étaient ensemble. Et après, ça, on a maintenu ça. Donc des repas où il faut bien avouer qu'ils boivent comme des trous et ils s'engueulent en politique de façon effrayante. À tel point que moi, j'ai cru, jeune, que tout bon repas, c'était de boire comme des trous et s'engueuler en politique. Et je ne pouvais pas comprendre qu'il y ait des repas normaux. Et donc, c'est ma seule culture. Mais des engueulades géniales où nous, on était oubliés. Et en même temps, c'était des moments très forts, très intenses dans leurs amitiés et leurs bagarres politiques, puisque c'était une époque où la question pour eux, qui avaient fait la résistance, qui avaient connu les camps, etc., c'était est-ce que oui ou non, on appartient au Parti communiste ou non? Est-ce que Staline est pire qu'Hitler ou pas? Est-ce que c'était... Et c'est marrant comme ces discussions reviennent maintenant, mais elles étaient très intenses pour cette génération d'après-guerre où étaient mes parents, et ça créait des disputes inouïes. Jusqu'à 3 heures du matin, des hurlés, ils s'engueulaient d'une façon, mais grandiose. Moi, j'en ai un souvenir magnifique finalement. Et tu as compris que j'ai jamais été à aucune messe, que j'ai jamais eu de culture religieuse. Même on m'a jamais emmené à l'opéra. Je n'ai fait que des marches à pied de fugueuses, d'école buissonnière, mais j'ai eu ces repas. Et donc, pour revenir au sujet, ça ne veut pas dire que ça marque ma façon de regarder l'alcool, mais quand même un peu. Je dis, mais pourquoi? Quel rôle joue l'alcool, non pas dans la subjectivité de quelqu'un qui essaye de dépasser des failles intimes dont il sent et que peut-être parfois les failles intimes sont tellement atroces que mieux vaut une bonne cuite que finir par se suicider ou que faire des conneries effroyables, mais à jeun. Donc là, je ne répondrai pas à cette question. Et en disant ça, je sais que tous les mouvements anti-alcool vont dire, là voilà, ah oui, vont hurler en disant elle soutient l'alcool, etc. Mais non, non, mais parfois je pense qu'une bonne cuite vaut mieux qu'un suicide froid et à jeun. Et qu'il y a beaucoup de criminels, notamment ceux qui ont assassiné à Charlie Hebdo, qui ont comme maxime fanatique de jamais toucher à l'alcool. Donc l'alcool n'est pas ce diable qu'a fait l'anti-alcoolisme européen depuis un siècle et demi. C'est très mauvais pour la santé. Il faut absolument pas devenir alcoolique. Il faut empêcher ce glissement atroce. Mais quelques cuites dans une vie, il se trouve qu'on est dans une société où cette chose-là est possible, cette chose-là existe. Donc, il faut voir le sens que ça peut prendre. Donc, je reviens à ma façon de voir l'alcool, mettons dans une biographie. Je pense que quand on arrive à 15 ans, quand on sort de l'enfance, dans un pays comme le nôtre, je ne parle pas des pays où il y a des religions qui ont certains interdits, et maintenant les deux sexes, mais avant c'est surtout les garçons, je pense qu'il est à peu près impossible que, je ne sais pas, il y a 30 millions d'adultes ou 40 millions, enfin je ne sais pas la démographie, mais je pense que rares, mais ils existent, sont les adultes qui ont jamais, 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 jamais connu une seule ivresse, d'une seule. Mais ça existe. Avant, beaucoup de femmes c'était l'interdit total. Beaucoup de gens n'en avaient pas eu besoin aussi. Et on m'a dit, ça c'est une question que je pose à la psy, il paraît que certaines pathologies, comme les paranoïaques, ils détestent s'énivrer parce qu'ils se livreraient, c'est une façon de se dénuder, s'énivrer. Alors, donc j'en sais rien, mais disons qu'en gros, l'expérience de l'ivresse, tu la trouves dans les BD adressés aux enfants. Or, les enfants n'ont pas à s'énivrer, normalement, dans notre culture, tu les trouves dans tous les films, Milou s'énivre, Milou dans Hergé, le Hergé, ce grand tragédien, génial, Milou adore le whisky Loch Lomond. Voilà, Milou se saoule la gueule comme c'est. Milou est un addictif, c'est un soulard, Milou, le petit toutou gentil de Tintin. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ivresse, à la fois dans une culture, et qu'est-ce que ça propose à l'enfant, à celui qui sort de l'enfance? Et donc, c'est là toute une série d'analyses et d'enquêtes aussi, où je pense que dans une société où, contrairement à des sociétés fermées, décrites par les ethnologues, les étapes de la vie sont très scandées collectivement, là, la première nuit d'ivresse, loin des parents, loin de la maison, ce moment-là euh, euh, est un moment de désaffiliation par rapport à l'enfance. Donc, tu as disparu, Non, elle a vas-y, disparu. continue, je cherche ton De mot. désaffiliation par rapport à l'enfance, euh, euh, que nos groupes sociaux
invente et met en scène, mais pas de façon obligée. C'est pas tous les jeunes, c'est pas nécessaire. Mais disons que c'est un grand moment. La première nuit blanche, la première ivresse, et l'ivresse, c'est une façon de quitter les parents dans la tête. Et la nuit blanche, c'est une façon de quitter la maison. Et en coupant le téléphone portable, parce que l'important, c'est que l'autre ne sache pas où on est. Et je pense que ça fait partie avec l'ivresse, que l'ivresse arrive à un moment, à la fin de l'enfance, arrive dans ce travail difficile de quitter l'enfance, arrive à un moment où ça joue son rôle. Et j'en dis pas plus parce que je pense que ça peut n'avoir lieu qu'une fois ou que trois fois, mais pas évidemment les jeunes en danger. Donc je dis bien que je suis pour protéger la jeunesse du danger, des addictions, et je parle bien de psychotropes licites. Tu vois, je suis pas du tout dans un truc libertaire, vertigineux, pas du tout. Je pense que pour sortir de l'enfance, la nuit d'ivresse, la nuit blanche d'ivresse loin des parents, la première, et pas forcément la sexualité, donc je mets pas la sexualité au premier rang de tout ça, mais dans un ensemble de quitter l'enfance et surtout de quitter l'image des parents à l'intérieur de soi, donc je le dis d'un point de vue de sciences sociales, pas d'un point de vue psy, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas anodin, ça explique pourquoi on a beau boire de moins en moins d'alcool dans la vie quotidienne en France, comparé au début du siècle, eh bien néanmoins, la jeunesse boit de plus en plus pour s'énivrer. Après, les gens plus âgés boivent de façon œnologique pour déguster le produit. Mais donc voilà, c'est en ce sens que ce qui m'a intéressé avec cette problématique, c'est que contrairement à plein de collègues qui travaillaient, des historiens sur le pain, travailler sur l'alcool, c'est une chose étrange. Pas d'un point de vue médical, mais d'un point de vue donc de sciences sociales. Parce que pourquoi? Parce que l'alcool, il est en plus. C'est les trucs, c'est de surcroît. On peut survivre avec l'eau. On n'a vraiment pas besoin d'alcool. On le trouve partout, dans tous les champs sociaux, religieux, orgiaques. Je vais pas recommencer. Donc il y a une énigme. Il y a une énigme. Et je pense que maintenant il faut que je fasse un travail justement sur cette énigme, et ayant vu des résultats de recherche, notamment à Oxford, etc., il y a une piste de réflexion. En ce moment, hein, mais l'alcool n'est pas du tout seulement comment dire, ce risque toxique, négatif, horrible, que qu'un siècle et demi de propagande anti-alcoolique nous ont dessiné. Sinon, ça fait longtemps qu'on s'en serait débarrassé. On n'aime pas la ciguë, on n'aime pas, et même on condamne les vrais poisons. Donc, bon, voilà, ces Brassens de mourir de mort lente, si vraiment, je veux dire, personne ne consentirait à s'autodétruire effroyablement si le premier verre d'alcool était à ce point négatif, ou le deuxième ou le troisième verre. Bon, cela dit, je me répète aussi, donc je ne suis pas du tout. La problématique de l'alcoolisme, elle est différente, ce n'est plus l'ivresse, c'est la dépendance, et ça, c'est une aliénation de la liberté, et une mise en danger de sa biographie et de sa santé psychique et physique majeure, et donc là, je suis pour que les autorités protège les individus de telles catastrophes. Alors, je vais résumer un peu ce que tu m'as dit, j'ai pris plein de notes. Alors, ton livre, La culture de l'ivresse, je l'ai quelque part. Je te montre pas ma bibliothèque, elle vaut la tienne. Je voulais le trouver, mais bon. Alors, moi, je pense que. Alors, j'ai retenu ce qui m'intéressait. Euh, alors, c'est ce que tu as dit, quand on parle de sexe, on soutient la baisse. Quand on parle d'alcool, on soutient l'alcooliste. Alors, quand on parle d'humain, eh bien, on soutient peut-être l'humanité. Voilà, et on devient humaniste. Donc, l'alcool ne connaît de. Qu'est-ce que j'ai mis? L'ivresse collective, un inconscient collectif qui définit le lien humain au-dessus de toute individualité, le lien avec l'autre dans une apparence de complétude sociale. C'est pour compléter un petit peu, moi je vois un petit peu ça. Alors, quitter l'image des parents à l'intérieur de soi, ça me parle en tant que psy évidemment. L'ivresse, une façon de quitter sans partir. C'est aussi ça. On quitte, mais on part pas. Mm, mm. Bien Euh, sûr, le lendemain, c'est pareil. Le lendemain, on est revenu à la case départ. voilà. C'est ça, Mais vraiment, c'est pour ça on peut, dans un dernier papier, je me suis dit, au fond, il y a cet étrange besoin Je l'avais rattaché à la problématique du vertige au début. Le fait que il y a le vertige, les manèges, là, il y a un plaisir de la glisse. Et l'ivresse, ça commence, les choses tanguent.
Et après, maintenant, je me suis dit, il y a aussi ce désir de fiction, c'est-à-dire de fiction, c'est-à-dire que l'ivresse te permet, alors que tu bouges pas, tu es toujours assis après ton avoir bu le litron sur le même banc public, sauf que les gens ne le voient pas, hein, si tu t'es pas obligé de chanter et tout ça, ça c'est le cinéma de l'ivresse, sauf que tu n'es plus toi-même. Tu n'es plus toi-même, tu as glissé un petit peu, tu n'es plus exactement toi-même. Beaucoup t'as beaucoup de proverbes sous l'Ancien Régime qui disent être ivre comme un singe, c'est celui qui rit tout le temps, alors que normalement il est sinistre. Quand les larmes de crocodile, il se met à sangloter, etc. Il devient comme un lion, l'ivresse, le doux qui devient méchant, le radin qui, une fois qu'il a bu, il dilapide tout son pognon. C'est-à-dire que le, le- l'ivresse, et le lendemain c'est fini, on dit oh, il avait bu, ce qui est une façon de mettre le chapeau sur toutes les questions possibles. C'est même, d'ailleurs, pendant longtemps, les crimes amoureux de jalousie, ah, il avait bu, il l'a tué parce qu'il l'a vu avec son amant, le mari qui tue. Et bon, c'était une circonstance atténuante. Il avait bu, donc c'était pas lui-même. Et la société accepte ce transfert d'identité qui fait que même souvent dans la société, ça permet de glisser et d'échapper à des catastrophes en disant c'était pas lui-même, il était un autre, et il avait bu. Et donc il y a quelque chose dans notre culture depuis très longtemps pour accepter que celui qui a trop bu, qui est ivre, ne soit pas responsable de ses actes. Ce que nous n'acceptons plus pour la conduite automobile, c'est-à-dire parce qu'on sait que quand on boit, on est sobre, on sait qu'on boit. Sauf Noé. Noé savait pas que ses filles allaient l'enivrer pour le faire passer à la casserole. Il ne le savait pas. Mais nous, on sait ce qu'on fait quand on boit autre chose que de l'eau. Donc ça peut être responsabilisé. Mais d'un autre côté, mais pendant longtemps, on disait il a bu. Et donc, c'est bien un transfert d'identité. Et ce truc d'être autre, quand on est très, 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 très malheureux, comme arrive parfois certains jeunes ils ont tout loupé leurs examens, les parents les foutent dehors, leurs copines les trompent avec le meilleur ami, des moments de chagrin affreux, il boit, il boit, il boit, il est ivre à 4 heures du matin, et tout à coup, à force de pleurer, il se met à rire, et le fait de rire, il dit, mais demain sera peut-être un autre jour, et quelque chose, son malheur est là, mais l'ivresse lui permet d'être, c'est une vraie invasion de l'éthanol, l'ivresse du système neurocognitif, donc il y a une espèce de vérité liée au corps, à la chimie du corps, dans ce qu'on éprouve dans l'ivresse, et dans cette vérité, on se déplace millimétriquement, on est toujours aussi malheureux, mais tout à coup on se met à rire, on dit mais tout ça est grotesque, mais qu'est-ce que l'être humain? Et ce que je dis là, c'est pas de la métaphore. Moi, je suis liée à une association d'accueil de personnes qui sont, je dis ça, chassées du dedans, qui sont à la rue, etc. Ce fait de trouver dans l'ivresse tout à coup quelque chose, mais je suis encore debout, je suis un être humain sous le ciel. La nuit, je suis seul au monde, roi du monde, une espèce de vertige qui fait dépasser que tout à coup on rit, on pleure, on ne sait plus si on pleure ou on rit, mais on est certainement un peu moins malheureux parce qu'on a changé les significations qui tournent autour de ce malheur et qui en faisaient une chose absolue. Et de même, celui qui est au sommet du bonheur, je suppose, mettons un tyran russe, par exemple, qui a le pays le plus grand du monde, qui est le plus riche du monde, et qui bouffe le grain du petit pays à côté qui voulait lui échapper, et lui, au sommet du sommet du sommet, il faut pas qu'il boive. Parce que s'il se met à boire, il dira, mais peut-être demain, mais je vais vieillir. Au comble du bonheur, tout à coup, l'alcool oblige à montrer un peu une différence, mais je suis seule, j'ai tout, mais demain, est-ce que j'aurai encore tout? C'est pour ça que les tyrans veulent l'éternité, à jamais. Je veux tout, tout pour toujours. Ce pays sera russe pour toujours, jamais il y aura de différence, sauf qu'il vieillit, et s'il boit trop, tout ça va bouger, va se fragiliser. Et donc l'ivresse, c'est pas tellement, comment dire, du point de vue des significations possibles, qui sont différentes pour les gens. Pour quelqu'un qui travaille dans le monde ouvrier depuis l'âge de 13 ans, l'ivresse sera peut-être un accès à la philosophie, mais pour le philosophe qui est dans les bibliothèques toute sa vie, l'ivresse sera peut-être un accès à une vie orgiaque, à des orgies physiques. C'est pas ça dont je parle. Le moment de l'ivresse
avant que ce soit trop grave, avant que ce soit l'ivresse vraiment où on se roule par terre dans le vomi, le monde bouge un peu et soi-même dans le monde, on bouge un peu et les significations de cette présence et de ce monde dans lequel on est, dans lequel on est finalement toujours stupéfait et hagard d'être là, que se passe-t-il autour de nous? C'est la grosse question. Tout ça a bougé un peu et ça peut et ça change le scénario et en même temps, le lendemain, on peut tourner la page, on n'est pas obligé de le raconter, rien n'a existé, il avait bu, on rigole un peu, c'est pas grave du tout, chute, tournons la page, soyons, et il ne s'est rien passé. C'est ça qui est intéressant avec l'ivresse. Enfin, parmi les choses. Oui, oui, c'est super intéressant, mais tu vois, moi je dis quand tu as bu et tu es un autre, et maintenant je pense que quand tu as bu, tu es toi, parce qu'il n'y a plus de barrière sociale, et c'est vraiment l'inconscient qui s'exprime, c'est ce qu'il y a au fond de toi en fait, c'est vraiment ta vérité, c'est ce qui il n'y a plus de barrière sociale, il n'y a plus rien, c'est l'humain qui s'exprime, c'est-à-dire toute ta névrose, tout tu déballes tout, tes envies, tes désirs, ton enfermement, c'est là que la vérité elle est là, elle est quand la personne a bu, et quand tu sais entendre ce qui se dit dans ces moments-là, tu sais quoi en faire après. Alors souvent, on s'enferme, on oublie le lendemain parce que c'est plus facile d'oublier qui l'on est pour rentrer dans cette sécurité de la société, dans ces normes. Hein, qui nous étouffent, qui nous enferment, c'est beaucoup plus facile. Puis on a soufflé parce qu'on a tout montré à un moment donné, on a tout sorti, donc on va mieux. Et on retourne dedans. Moi, je dis, c'est comme quand il y a eu le confinement, eh bien voilà, le Nutella devant Netflix, c'était bien pour tout le monde, mais après, quand les filles elles se sont regardées devant la glace, elles se sont dit, putain de merde, voilà, c'est un peu ça en fait. Disons L'alcool, que, pour moi, oui. vas-y, Non, je vas-y, t'interromps, je m'excuse. Non, parce que je te suis et en même temps, je mettrai un petit bémol. vas-y. Parce que selon, tu parles comme s'il y avait une société dure, nous on est dans une fausse réalité sociale par confort et par déni, et puis quand on boit, ce truc-là éclate forcément ce qui est vrai. Moi je le vois un peu différemment. Le, le quotidien, la réalité sociale, par confort, par déni, par lâcheté, par courage aussi, parfois par modestie, dire bon, faisons notre taf, faisons ce qu'il faut. Donc je ne le jugerai pas moralement. Et de même, ce qui se passe in vino veritas, l'espèce de mise à nu, en quoi consiste, et une vraie mise à nu, c'est-à-dire que c'est vraiment le corps, et on le voit même dans les BD, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'ivresse, la casquette s'en va, les cheveux se décoiffent, les boutons pètent, les gens ils transpirent, ils vont pisser tout le temps, l'intérieur du corps ressort, on vomit, on devient infâme, on perd la noblesse sociale, on perd sa bonne tenue. C'est pour ça que les patrons vont jamais s'énivrer avec les ouvriers, parce que c'est grave de... C'est même dans Kant, il dit, faut pas que les femmes et les juifs s'énivrent en public. Parce que ça les met, eux, ils sont déjà en faiblesse, ça les met en position, c'est dans Kant, ça les met en position d'être stigmatisés. Les femmes aussi. Donc, seul l'homme, le vrai, le mec, le dur, le capitaine, le chef de bande, lui, il peut y aller à glou, et puis il tient l'ivresse, il va pas rouler sous la table, etc. C'est un critère de virilité. Et donc, parfois, l'ivresse produit dans le groupe un autre système de connivence autour du chef qui s'énivre, une autre façon. Je ne pense pas qu'il y a forcément une vérité du sujet. Je pense qu'en fonction du contexte, les ivresses sont différentes, même pour le même personnage. C'est-à-dire, Oui. un jour, il va pleurer et il va réaliser qu'il a un énorme chagrin quand il a bu. C'est-à-dire, quand il a bu, tout à coup, quelque chose va lui arriver. Alors là, ça veut dire, bon, là, le stade d'après, il faut vraiment faire une psychanalyse parce qu'il y a une grosse chose qui l'habite et qui s'appelle une énorme dépression. Et c'est atroce, très douloureux et finalement très dangereux. Moi, je conseille, la dépression est une chose atroce du jeune, non perçue. Et l'ivresse fait péter ça c'est évident. Mais en même temps, parfois, dans l'ivresse collective, c'est l'inverse, c'est l'esprit de corps, c'est d'aller mon pote, on s'adore. Mais c'est pas vrai qu'on s'adore autour du bar. Tu vois, le monde de l'ivresse n'est pas un monde forcément de vérité où on se débarrasse du social. Au contraire, c'est parfois un monde, tous les miliciens, tous les soirs, les groupes d'extrême droite, le soir, ils vont boire après leur forfait et dire, ok, et ça les rend. Et j'ai lu quelque part, même autour du bar, c'est une lessiveuse morale. Tu bois avec les copains et les saloperies que tu as fait la journée sont transformées en choses héroïques.
Et ça, c'est attesté par les historiens il y a plein de cas très précis, notamment dans des cas horribles comme lors du génocide rwandais, c'était beuverie tous les soirs par les miliciens assassins la journée. Donc, moi, je ferai pas ce que tu dis, c'est vrai, mais si tu changes le contexte et si tu collectivises, si tu historicises le groupe qui boit, et ça devient non, des choses autres se passent. Et notamment des choses, donc parfois, le buveur qui a bu, il devient un monstre, mais c'est pas le monstre en lui qu'il était, mais la culture de l'ivresse pendant l'ivresse à voir avec la société autour. Et quand tu as une société atroce et très cruelle, politiquement, humainement, etc., le monde des buveurs est atroce, très cruel. La société des buveurs la nuit renvoie en miroir ce que la société diurne fait subir aux gens normaux. C'est-à-dire que et c'est ainsi que c'est dans les sociétés les plus cruelles, politiquement, que tu as les groupes de buveurs les plus atroces et les plus criminels la nuit. Donc, tu vois, c'est compliqué. J'avais lu cette étude que dans les régimes où montait le plus, les régimes totalitaires, c'est là aussi où il y avait le plus dans les espaces privés, le plus de mensonges, de roueries, d'escroqueries, etc. Il y a un ensemble. Et dans le monde des buveurs, c'est un monde impitoyable. Donc, les jeunes buveurs vont renvoyer en miroir impitoyable à la société des adultes le mal qu'on leur a fait. Donc, au fond des parkings, d'une société qui les met dans un truc de laideur de béton clos, et avec des barrières qu'on ne peut pas franchir, invisibles, les murs invisibles, etc. Et donc, tu vois, je prends le modèle, le social dont on se délivre avec le bois, mais je le fais tourner dans des sphères différentes, historiques et sociologiques, et du coup, autre chose se passe. Et c'est pas forcément une vérité du côté de l'ivresse. Alors, tu as raison, parce qu'il y a quand tu bois individuellement, et là, par contre, quand je reviens, quand tu bois tous les soirs, quand il y a un lien atroce, en fait, qui relie Oui, cette boisson, et ben, ça fait le lien, en fait, de l'atrocité pour la rendre supportable. Parce qu'en fait, la personne, elle n'est pas seule dans l'atrocité, elle fait le lien avec l'alcool, avec d'autres personnes. Là, oui, je pense qu'on est dans, comme tu dis, un autre schéma complètement différent. oui. La personne qui va boire seule, la personne qui va boire seule Une parce que fois, voilà. à un moment difficile de sa vie, sans que ce soit tellement programmé. Je te dis, celui qui dit est-ce que je me flingue ou est-ce que je pique une cuite parce que je suis très malheureux, parce que j'ai été abandonné ou un échec horrible voilà. Et c'est très différent comme aventure de la pensée du groupe, de la bande qui s'énivre tous les soirs pour conforter justement leur esprit de corps et pour balayer leurs scrupules à faire des saloperies. Comme, comme les bandes en font, hélas. Oui. Oui, c'est ce lien, oui, ça donne une légitimité à l'atrocité, en fait. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on est Dans le vraiment. quotidien, dans le quotidien, sans que ce soit des normes explicites, c'est pas discursif, c'est dans les faits. Et quand on regarde vraiment dans tout ce qui s'est passé, le Christ a montré le chemin, parce que l'alcool, tu l'as bien, enfin, il se le tape le curé, le père de Pinard. Enfin, je veux dire, faut pas oublier ça quelque part. Donc, il crée le lien, enfin, par l'alcool, par l'ivresse. Oui, enfin là, bon, Encore autre chose. faudrait remonter, voilà, faudrait faire c'est très beau, des exégèses de textes et tout ça, c'est Ouais. encore un autre chemin, oui. Ouais, encore notre chemin Alcool de et religion, oui. Il y l'alcool. avait un auteur dans les années 30, De Felice, qui avait étudié l'ivresse comme forme inférieure de la mystique. Un petit livre absolument génial des années 30, Forme inférieure de la mystique. Et il avait très bien montré, c'était vraiment une belle entrée dans ce qu'est l'ivresse. C'est-à-dire vouloir, c'est ce que j'appelle le désir de fiction, c'est vouloir que le monde soit autre et être autre. Et avec l'ivresse, voilà, on va pas au théâtre, mais on joue sur le présent, on joue sur le réel, on déréalise le réel. Et ça, c'est très, 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 très vertigineux, Je sais pas, ça moi, quand touche je la bois, question de la liberté. comment tu fais quand tu bois? Parce que moi, quand je bois, non, je suis complètement désinhibée. Bon, je me fous pas à poil dehors, faut pas déconner. Mais là, je lâche toutes mes névroses. Pas tout le temps, en fait, ça dépend du moment.
mais l'alcool m'aide à dire ce que je n'arriverais pas à dire, mais même toute seule. En fait, ça m'aide à, ça a cette puissance-là. Alors moi, je ne suis pas dans, peut-être pas, peut-être dans l'individuel, je ne sais pas, mais même avec des amis, ça va m'aider à me poser, peut-être à poser ma névrose ou à la lâcher aussi. Tout est possible, mais j'en Ah, suis. disons que moi, autour de moi, justement, lorsque si, la famille, les amis, disons que c'est vraiment lié. Pour moi, ces repas, ces moments de collectif où le début de l'ivresse fait monter en intensité les paroles, les rires. Puis s'il y en a un qui a de l'humour, alors on se roule par terre de rire, ce qui est délivrant. L'humour est enivrant sans alcool. Donc, mais le moment où l'ivresse permet d'accéder à un truc de communication euh, plus intense, plus rapide, plus que je trouve, ce sont des moments, je trouve, assez extraordinaires. Et, d'ailleurs, Madame du Deffand l'avait dit, elle avait dit, le dîner est une des dernières fins de l'homme, la quatrième fin de l'homme, et j'ai oublié les trois autres, avait-elle dit. Mais disons que pour moi, l'ivresse, c'est vraiment un truc collectif. C'est le début, le premier moment, parce que l'ivresse, c'est musical, c'est hétérogène. C'est pas une chose, c'est le début, quelque chose qui monte, c'est musical, puis après quelque chose qui redescend. Et là, et quand on est malade, ça vaut pas tellement la peine. C'est la catastrophe à la fin. Donc mieux vaut ralentir et rester au début. Et au début, c'est Kant, toujours Kant, il dit des choses merveilleuses sur l'ivresse. Il dit, c'est étrange comme quand on est à jeun, il y a ce poids de la vie qui pèse, quelque chose qui pèse sur l'adulte. Dès les premiers vers, ce truc-là s'allège. Et Duras aussi avait dit, bon, ben, l'ivresse, c'est Dieu, avait-elle dit en résumant rapidement. Et on est délivré quand même. Le début de l'ivresse délivre d'un poids parce que ça oblige à investir le présent. Et c'est pas tellement. Et ce poids délivré, quand on est plusieurs et que tout à coup on rit, il y a une connivence, et c'est des grands moments de la vie. Et je pense qu'on pourrait y arriver avec de l'eau seulement, mais moins facilement. C'est entre Moi, contrôle je et pense que lâcher l'ivresse aide. C'est entre contrôle et lâcher prise, je pense, l'ivresse. Oui, elle aide, mais elle aide à ce qu'on pourrait faire sans, comme tu dis, mais c'est un travail sur soi. Bien sur mon divan, tu vas voir, on remarque qu'on peut boire un coup aussi. Faut Donc, ralentir, faut rester au premier moment. Et là, ça en allait. Je crois on a le bénéfice. ouais. Au premier moment, on a le bénéfice, oui, il Oui, faut c'est pas ce que aller je plus loin. conseille. Pas le tout ou rien, mais ralentir, ralentir, ralentir. Avoir le premier moment. Bon, quand est-ce Oui. qu'on se revoit, Véronique? Moi, je te reverrai avec le plus grand plaisir. Tu me manques terriblement. On va peut-être se voir pour les autres films que je vais présenter. Mais vraiment, je te verrai avec plaisir. Alors, on va mettre en place une visioconférence via l'APM. On va trouver le sujet. Quelle date tu pourrais avoir? On peut le dire là, on s'en fiche. Oui. Euh, Euh, ben, on n'aura pas parlé des féminicides, des violences, mais pour on en peut pas parler parler là, de tout. On peut on pas pourra parler de pas. tout. Ben non, ou on fera une autre interview. C'est possible aussi parce qu'on adore discuter toutes les deux. Enfin, moi, j'adore discuter avec toi. On en met une autre ou on l'ouvrira à la visioconférence ou On on en... verra à la vidéoconférence. Attendons un petit peu. Alors, Voilà, on peut dis-moi faire. tes dates. Euh, ben, écoute, dis-moi toi, parce que je vois que Mars est Ouais, bien, moi aussi, mars, c'est bien bien. plombé. Ouais, moi aussi. Ou fin mars, Ou le fin, 29 fin. par exemple. Mais attention, attention, qu'on ne soit pas dans les vacances de Pâques. Je vais sûrement partir. Donc, peut-être quand même, je crois que mi-avril, ça devrait. Mi-avril. Ouais, tout en. Ouais. Parce que là, je vais dans. Moi, je pars 4 jours. Là, je vais pour mon anniversaire dans la Drôme. Tu peux venir si tu veux. La On va Drôme. s'amuser entre filles. Alors, Et tu dis-moi, pars quand? mi-avril. Je pars quand? Je pars vendredi. Ah, là, maintenant. Ah, Ouais. Tu veux génial. pas venir? Je peux pas, c'est impossible. J'ai les anniversaires de mes deux garçons, c'est impossible. Bon, bah, ça sera une prochaine Je fois. suis coincée par d'autres anniversaires. Dis-moi, je Oui. vois, moi, par exemple, que la deuxième quinzaine d'avril, je suis assez libre. Alors, c'est quand la deuxième quinzaine? À partir du 15. Ouais, Alors, le 15. c'est un lundi, pour moi, ça me va. Ah oui, non, non. C'est vrai que si c'est une visio, c'est le week-end de préférence. Alors, le week-end du 20, Vendredi soir. Le week-end ou le vendredi soir. Alors, le week-end, on peut mettre le samedi 20, 18h.
Voilà, samedi 20 à 18 heures. On propose quoi? On n'en Donc, sait rien. tu me confirmeras? Oui, 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 mais on Je verra. note avec point d'interrogation. Ouais, voilà. On trouve le sujet ensemble. On va demander tiens, je vais demander aux membres de l'APM s'ils ont un sujet qu'ils voudraient. Voilà, oui, Hein? oui, oui, oui. On va demander ça sur le groupe. D'accord. Bon, j'arrête Ok. l'enregistrement et puis on peut se parler.